Il y a quelques mois, le président français Emmanuel Macron a monté une commission chargée de faire des propositions dans le champ de l'éducation, de la régulation et de la lutte contre les diffuseurs de haine et de la désinformation. Et oui, je viens de citer Wikipédia parce que je voulais vraiment pas dire de bêtises. Cette commission est présidée par le sociologue Gérald Bronner et il y a quelques semaines, Gérald Bronner m'a demandé de répondre à des questions dans le cadre de cette commission. Et alors, sachant les critiques de cette commission et sachant à quel point le dénigrement par association est fréquent dans la sphère publique, je dois dire que je n'étais pas ultra chaud pour participer. Je n'ai absolument pas envie qu'un journal se mette à écrire un article avec les mots Macron, fake news et Hoang dans le même titre. D'autant que du dénigrement par association, je l'ai déjà vécu il y a quelques mois après avoir collaboré avec le ministère de la Santé qui a conduit à une vidéo qui a plus de dislikes que de likes. En fait, la perte de confiance en un scientifique suite à une collaboration avec des institutions envers lesquelles il y a beaucoup de défiance est un phénomène documenté et avéré par une étude récente. D'un autre côté, quand je vois ce que le ministère de la Santé a produit sans me consulter, notamment au sujet des hospitalisés vaccinés, je me dis qu'il serait en fait très dangereux que les scientifiques refusent d'être consultés par des commissions des institutions publiques. Et bon, j'ai envie de dire que le problème avant tout, c'est un problème de manque de séparation des expertises, et en particulier le fait que le gouvernement ait autant d'influence sur des décisions où l'expertise scientifique est beaucoup plus importante, comme la gestion de la pandémie, la transition énergétique ou la régulation des algorithmes. Mais bon, c'est un autre sujet. Bref, j'ai fini par accepter d'être consulté, mais à condition de pouvoir être transparent dans la manière dont j'ai été consulté, l'influence de ma consultation et ce que j'ai dit dans ma consultation. Après tout, il me semble qu'il n'y a aucune raison que tout ceci reste secret, et au contraire, mes réponses aux 5 questions que Gérald Bronner m'a posées pourraient peut-être vous intéresser. Et du coup, je vais vous donner ces réponses. Allez, c'est parti! Quelles sont d'après vous les 5 références les plus couvrantes et récentes sur cette question de flux d'informations, chambre d'écho, polarisation, etc. Impossible de faire le tour des références pertinentes, mais du coup j'ai recommandé 5 bouquins qui me semblent particulièrement complets pour comprendre la manière dont l'information est aujourd'hui produite, diffusée, consommée et les conséquences de cela sur la société. Le premier livre est Twitter and Tear Gas de Zeynep Tufekci. Tufekci est un peu devenu une superstar pendant la crise du Covid grâce à ses nombreuses positions qui se sont avérées très perspicaces a posteriori et son merveilleux raisonnement probabiliste tout au long de la pandémie. Mais Tufekci, avant cela et aujourd'hui encore, est surtout connu pour ses travaux en sociologie du numérique et des mouvements politiques initiés ou amplifiés par les réseaux sociaux. Avec toujours un tableau plein de nuances, mêlant des réussites formidables et des catastrophes gravissimes, du printemps arabe à des émeutes violentes comme les émeutes du Capitole, même si bon, le livre date de 2017, du coup il ne parle pas du Capitole, mais on sent qu'il l'anticipe. Le deuxième livre que j'ai recommandé est You Are What You Read de Jody Jackson. J'en avais déjà parlé dans une vidéo Science for All, mais je suis ravi de recommander ce livre à nouveau. Dans ce livre, Jody Jackson parle du biais de négativité dans les médias et les conséquences très néfastes que ceci a sur notre représentation du monde, sur notre santé mentale et sur notre volonté à agir. Si on veut améliorer le monde, selon elle, il est crucial de corriger ce biais de négativité et faire du journalisme, en particulier des solutions, qui consiste à aussi parler de solutions potentielles, sans jamais, bien sûr, les survendre. Malheureusement, de nos jours, un tel journalisme est souvent moins rentable, ça fait moins de vues, et du coup, sans mesures additionnelles, comme des subventions par exemple, il y a peu de chances que ce journalisme conquiert le paysage médiatique. Le troisième livre que j'ai recommandé est The Reality Game de Samuel Woolley. C'est un livre qui parle très bien de l'ampleur de la désinformation que beaucoup de gens me semblent gravement sous-estimer. Pour donner quelques chiffres, sur Facebook, 6 milliards de faux comptes sont retirés par an. Et en Chine, 20 millions de Chinois sont payés pour produire de la désinformation. De mon expérience, la plupart des gens sous-estiment ces chiffres d'un facteur 100, 1000, voire 10 000, ce qui signifie qu'on sous-estime probablement l'ampleur de la désinformation d'un tel facteur aussi. De plus, le livre parle bien de différentes formes que peut prendre la désinformation. Il ne s'agit absolument pas que de fake news. En fait, la plupart de la désinformation semble plutôt chercher à détourner l'attention du public ou à harceler les producteurs de contenu compromettants avec des menaces de mort ou parfois avec des deep porn. Le quatrième livre que j'ai recommandé est The Hype Machine de Sinan Aral. Sinan Aral est un professeur du MIT qui a passé sa carrière à étudier les dynamiques sur les réseaux sociaux, allant de phénomènes de chambre d'écho à la diffusion massive de fausses informations. Dans ce livre, Aral synthétise ainsi des décennies d'études scientifiques du domaine. De plus, Aral prend des positions inhabituelles, mais qui me semblent très bien justifiées, sur par exemple la décentralisation du web et sur la protection des données personnelles. Enfin, le cinquième et dernier livre, qui est un peu de l'autopromotion, c'est le livre Le Fabuleux Chantier que j'ai coécrit avec Elmadi Elmhamdi, aujourd'hui professeur à l'École Polytechnique en France et chercheur à Google Brain.
Le livre a été écrit en 2019 et s'il y a plusieurs aspects de ce livre avec lesquels je ne suis plus tout à fait entièrement d'accord, l'essentiel de ce livre me semble étonnamment encore plus perspicace vu d'aujourd'hui qu'au moment où ce livre a été écrit il y a 2 ans avant la crise du Covid. En particulier, le livre introduit toutes sortes de briques qui aujourd'hui sont en train d'être empilées pour construire le projet Tournesol qui est vraiment en fait l'aboutissement des réflexions du livre. Il y aurait tellement d'autres livres qui ont failli faire partie de cette liste, mais bon, 5 livres, ça fait déjà beaucoup de lecture. Et sinon, pour tout vous dire, je me suis aussi permis de recommander la série de vidéos que je réalise en ce moment sur l'éthique des algorithmes. Toujours à ce sujet, quelles sont les connaissances qui d'après vous sont les plus solidement établies dans la littérature ? De très nombreux gouvernements et entreprises à travers le monde dépensent au moins des millions de dollars dans des campagnes de désinformation. Je répète les 2 chiffres que j'ai déjà mentionnés, Facebook retire 6 milliards de faux comptes par an, tandis que la Chine emploie 20 millions de désinformateurs. À côté de ça, la vulgarisation des sujets scientifiques importants est portée par une petite centaine d'individus avec des budgets souvent très limités. Le combat de l'information aujourd'hui, c'est vraiment une bataille de David contre Goliath. Et contrairement à ce qui se passe dans la Bible, Goliath est en train d'écraser David. Une autre chose très avérée est le fait que, notamment en 2016, aux US, la Russie a produit énormément de désinformation, surtout dans le but de semer un chaos social, et pas tant pour défendre une idée précise. J'en profite pour passer à de la spéculation qui me paraît hautement probable. Il me semble très probable que la Russie, mais aussi d'autres, comme par exemple la Chine, participent activement au chaos informationnel du Covid dans les démocraties. Et oui, imaginez-vous dirigeant d'un pays autoritaire. L'une des plus grandes menaces pour vous, ça serait que le peuple exige plus de démocratie. Et donc vous avez tout intérêt à produire des contenus ultra polarisants dans les démocraties pour diviser ces populations et ensuite dire à votre peuple, bah regardez, la démocratie, ça marche pas. Une autre chose avérée, surtout maintenant avec les Facebook Files, je finirai certainement par faire une vidéo sur ce sujet ô combien important, c'est que les algorithmes de recommandation ont un impact majeur sur le chaos informationnel. En maximisant l'attention, ils favorisent les contenus sensationnalistes et clivants. Et si vous en doutez, je vous invite vivement à écouter ce podcast qui s'appuie sur des communications internes à Facebook et révèle le fait que de nombreux employés de Facebook ont fait toutes sortes d'analyses qui le confirment très largement. Une autre chose qui semble bien établie, c'est le fait que le problème des mute news, à savoir les informations noyées dans un océan d'informations moins importantes, c'est un problème aussi dangereux que le problème des fake news. D'ailleurs, la désinformation chinoise semble beaucoup plus s'appuyer sur les mute news que sur les fake news pour taire les critiques du gouvernement. Enfin, une autre chose bien établie, c'est que la désinformation abuse beaucoup de cyberharcèlement, notamment à l'encontre des journalistes. D'ailleurs, j'ai participé récemment à la conférence Public Broadcaster International 2021 à Bruxelles, dont l'un des événements phares était la publication d'une déclaration de Bruxelles qui appelle les réseaux sociaux à beaucoup plus protéger les journalistes du cyberharcèlement dont ils sont victimes quand leurs investigations nuisent à des entités puissantes. De même, quels sont les points qui font encore débat? L'un des grands sujets de débat est l'importance des algorithmes de recommandation dans la mésinformation dans la population générale. Clairement, ces algorithmes ont un impact, mais clairement aussi, la mésinformation sur CNews ou dans les bouquins de la FNAC ont aussi un impact majeur. Et clairement aussi, les biais cognitifs de la population générale sont un facteur important dans la popularité de certaines mésinformations. Il y a certainement du travail à faire sur tous ces fronts à la fois et des besoins de financement pour lutter contre chacune de ces sources de mésinformation. Ceci dit, changer les algorithmes de recommandation me paraît aujourd'hui plus simple que changer la programmation des médias classiques ou les vulnérabilités psychologiques des consommateurs, surtout sachant les révélations des Facebook Files. Il y a aussi des grands débats autour de l'impact de la déplatformisation des grandes sources de désinformation sur l'ampleur de la désinformation plus tard. D'un côté, Trump a clairement perdu son audience suite à sa déplatformisation de Facebook et Twitter. Trump a d'ailleurs fini par arrêter son blog par manque d'audience. Mais dans d'autres cas, la déplatformisation a conduit à l'émergence de communautés plus radicales, notamment sur le forum patriots.win. Autre sujet de débat, il ne semble pas évident de dire si des plateformes alternatives et décentralisées comme Mastodon, Peertube ou Signal réduiront ou amplifieront la désinformation. Mais vu l'ampleur de la désinformation sur Telegram ou WhatsApp, à moins de systèmes de modération performants sur ces plateformes, voire de régulation avec audit externe, beaucoup semblent très préoccupés par l'augmentation de l'effet de bulle et par des techniques de désinformation ciblées sur de telles plateformes. Certaines plateformes avec très peu de modération sont en fait particulièrement connues pour être très radicales, comme 4chan ou BitChute. Le réseau social Parler a même été banni de l'Apple Store et des serveurs d'Amazon pour manque de modération.
Autre grand sujet de contention, celui du démantèlement des GAFAM. Cela réduira-t-il ou amplifiera-t-il la désinformation? Il y a un an, avant le démantèlement de l'éthique chez Google et les révélations des Facebook Files, j'aurais dit que cela allait clairement amplifier la désinformation, ces plateformes ayant déjà mis en place de nombreux outils pour combattre les contenus conspirationnistes, les contenus qui nient le changement climatique, le cyberharcèlement, le revenge porn ou encore les vidéos de décapitation ou de torture. Les alternatives n'ont généralement pas des outils de modération capables de modérer des contenus, surtout à l'échelle gargantuesque de dizaines de milliers d'heures de nouvelles vidéos par heure. Mais vu à quel point les GAFAM fournissent des efforts très insuffisants pour modérer l'information, et au contraire amplifient largement le putaclic, peut-être qu'un démantèlement partiel avec des pressions pour licencier certaines personnes, ça serait l'occasion de nettoyer la culture ambiante de maximisation à fond du profit dans la direction de ces entreprises. Autre grand sujet de débat dont on a déjà parlé sur Science for All, l'efficacité de l'éducation à l'école. Si on fait le bilan de l'éducation aujourd'hui, qui est le fruit de décennies d'efforts et de centaines de milliards d'investissements par an, il y a de quoi être très déçu. La vaccination et le changement climatique sont au programme scolaire, mais la défiance envers les vaccins et le manque de connaissance des pollutions des différentes énergies, notamment par exemple au sujet du nucléaire, le bilan de tout ça est en fait assez effrayant. Pire encore, le bilan de l'enseignement des mathématiques, lui, me semble absolument catastrophique. Seulement une faible proportion de la population, disons des 25 ans, est capable d'appliquer la règle de 3, alors que la majorité de la population semble maintenant traumatisée des mathématiques. Et ça, comme on en parle avec Michael Launay, ça rend le fait de parler de mathématiques au grand public encore plus difficile que s'il n'avait jamais eu d'éducation mathématique. Plus inquiétant encore, parmi les personnes ayant reçu une éducation scientifique, il persiste une mésinformation importante. Typiquement aux US, plus les républicains ont une grande éducation scientifique, plus ils nient l'origine humaine du changement climatique. Bref, plutôt que de mettre 1 milliard par an de plus dans l'éducation nationale, il pourrait être plus efficace pour combattre la désinformation d'investir ce milliard de dollars dans l'amélioration de l'environnement informationnel de tous les Français au quotidien, et pas juste ceux qui sont encore à l'école. Par exemple en améliorant la qualité de la production médiatique dans les médias classiques, ou en modifiant les algorithmes de recommandation pour recommander davantage des contenus éducatifs qui, par exemple, aideraient à mieux identifier l'information fiable. Sur un autre sujet, il y a aussi des débats, sans doute moins importants, sur la pertinence de la recherche sur la détection des deepfakes et peut-être plus généralement sur l'identification des fake news. En particulier, il me semble personnellement plus efficace de s'appuyer beaucoup plus sur la promotion des contenus dont la qualité est suffisamment certifiée, notamment si le but est d'améliorer l'environnement informationnel, que de chercher sans cesse à combattre le flux interminable d'informations trompeuses. Enfin, une dernière réflexion délicate concerne les collaborations entre les institutions et les influenceurs. Comme on l'a déjà vu, il s'agit souvent d'un exercice délicat qui peut crédibiliser ou amplifier un message, mais qui peut aussi décrédibiliser l'institution et l'influenceur. Il ne semble pas y avoir de règles simples à suivre, chaque opportunité doit sans doute être analysée au cas par cas. Quelles solutions ou mesures proposeriez-vous pour lutter contre l'épidémie d'infox? Il me semble urgent d'améliorer la qualité de l'information promue à grande échelle via les médias classiques, les livres dans les librairies et les contenus en ligne. Mais pour cela, il faut au préalable concevoir un système qui permet d'estimer robustement la qualité de l'information, non seulement en termes de fiabilité, mais aussi en termes d'importance et d'accessibilité, entre autres. Pour y arriver, avec des collègues, nous avons cofondé la plateforme Tournesol qui vise à collecter les jugements d'un grand nombre de contributeurs sur la qualité de différentes vidéos YouTube selon différents critères. Nous cherchons également à certifier ces contributeurs, notamment via le nom de domaine de leur adresse email, pour éviter les faux comptes et pour valoriser l'expertise des contributeurs. Des algorithmes robustes sont ensuite utilisés pour transformer les jugements des différents contributeurs en des scores par vidéo. La conception de tels algorithmes est d'ailleurs au cœur de mon activité de recherche. Nous espérons que, à terme, Tournesol servira de microscope des jugements humains pour nous permettre de comprendre quels contenus sont reconnus d'utilité publique par la communauté de contributeurs et pour fournir ensuite les solutions techniques nécessaires pour rendre les algorithmes de recommandation des grandes entreprises robustement bénéfiques pour la société. Bon, sinon c'est pas du tout relié directement en tout cas à Tournesol, mais je pense qu'il y a beaucoup à apprendre du cas de Taïwan, notamment dans l'effort de valorisation des contenus vraiment consensuels. Quels sont d'après vous les acteurs, personnes ou institutions que la commission devrait consulter? Alors j'ai mis en premier Reporters sans frontières. J'ai parlé notamment avec un membre de Reporters sans frontières qui m'a beaucoup parlé notamment de l'importance du classement Google pour les journalistes et l'urgence à l'auditer pour vérifier notamment qu'il recommande davantage les contenus fiables. Et du coup, il était très intéressé par Tournesol.
Autre personne à consulter, et ça ne vous surprendra sans doute pas, Elmadi Elmhamdi, professeur à l'école polytechnique et chercheur à Google et co-auteur du livre Le fabuleux chantier. Et d'ailleurs, si vous voulez l'écouter, je l'ai interviewé à 2 reprises sur ma chaîne. Autre personne que je trouve très perspicace sur ces questions, Mariam Tiganimine, doctorante au LIS du CNAM et du CNRS, et autrice du livre Dévoilons-nous qui vient de sortir, qui est un excellent livre sur la remise en cause paisible de nos croyances erronées. Bon, bien sûr, le livre parle en particulier beaucoup du cas du voile, mais il a aussi des réflexions qui vont bien au-delà. Par ailleurs, et notamment dans le cadre de sa thèse, Mariam travaille sur le rôle des corps intermédiaires et en particulier des journalistes sur la manière dont l'information est diffusée. Autre personne très pertinente avec qui discuter, Louis Faucon, cofondateur de Tournesol, que vous pouvez d'ailleurs écouter sur notre podcast Robustly Beneficial en anglais, même s'il n'y a pas eu d'épisode depuis un petit bout de temps. Lui est aussi celui qui a pas mal guidé le développement du code de Tournesol. C'est en énorme partie grâce à lui si Tournesol en est là où il en est aujourd'hui. Vous connaissez très certainement Christophe Michel, vidéaste et de la chaîne Hygiène Mentale, qui est sans doute aujourd'hui le plus grand représentant de l'esprit critique bienveillant dans la sphère francophone. Et j'ai d'ailleurs interviewé Christophe dans un podcast précédent. Autre personne très compétente sur ces sujets, Guillaume Chalot, ancien employé de Google, créateur d'Algo Transparency et aujourd'hui expert en IA du pôle d'expertise de la régulation du numérique ou PEREN en France. J'ai interviewé Guillaume dans un podcast précédent. C'est d'ailleurs Guillaume qui m'a introduit à Marc Fadoul, cofondateur de AI Forensics et YouChoose, que vous avez d'ailleurs peut-être vu dans une vidéo récente d'Amy Plant. D'ailleurs, la solution YouChoose développée par Marc et ses collègues pour mieux choisir nos recommandations intègre Tournesol. Voilà, telles étaient les réponses que j'ai données à la commission présidée par Gérald Bronner. J'espère bien sûr qu'elles seront prises en compte, mais pour l'instant en tout cas, je n'ai aucune garantie et je ne me pose en aucun cas garant des décisions qui seront prises par la commission. En fait, je n'ai pas plus de responsabilité vis-à-vis de cette commission que la réponse que j'ai donnée et que je vous ai présentée aujourd'hui.